Donc, il y a quelques limites dans cette table ronde. Il nous faut faire une analyse plus fine des radios. On a eu quelques écueils entre les deux bases de données à fusionner. Donc, notamment recueillir les informations indispensables des APEX et des points d'inflexion pour chacun de nos patients en différents temps de suivi. Une des perspectives que l'on a, c'est de fusionner les données post-opératoires 0,3 mois et 3,6 mois pour les idiopathiques, car si dans l'adulte, cela peut paraître peu pertinent compte tenu de l'apparition de complications, en pédiatrie, il est probablement pertinent de fusionner ces deux délais. Nous avons peu de scores dans cette cohorte, ce n'était pas notre objectif principal, mais le nombre était tellement faible que nous avons décidé de ne pas vous les présenter. Enfin, il faut que chacun d'entre nous revienne sur ces cas pour y ajouter les complications et des diagnostics plus précis, car selon les modalités des bases de données rendues, nous n'avions pas des informations très précises sur les complications, d'où l'utilisation de complications chez ceux qui avaient déjà analysé finement leur série. Enfin, une des questions, c'est, nous avons des résultats intéressants avec ces tissus sur mesure, mais est-ce que nous faisons mieux qu'avant ? Il peut paraître intéressant de faire une étude avec un groupe contrôle appareillé sur nos propres patients avec les mêmes techniques que nous utilisions avant. Nous avons donc une belle cohorte, on a quand même plus de 300 de suivi dans le groupe idiopathique et dans le groupe adulte. Même s'il y a des informations manquantes, nous allons nous replonger dans les dossiers pour faire plusieurs publications à l'avenir sur les idiopathiques avec les sous-groupes des hypocyphoses, sur les adultes avec les dégénératives, les idiopathiques vieillies et les troubles de l'alignement sagittal, et bien sûr sur les pédiatriques divers et le dégénératif, car il y a peu de papiers sur ces sujets. Il y a quelques red flags sur l'utilisation des tiges sur mesure. On l'a évoqué à plusieurs reprises dans les présentations. Il faut bien sûr réfléchir au planning finement, mais si la solution proposée par le planning est trop complexe dans l'exécution, il ne faut pas hésiter à collaborer entre équipes pour vraiment faire ce qui paraît le plus adapté aux patients. Concernant les messages clés, dans la scoliose idiopathique, on a une bonne correction coronale stable dans le temps, similaire à la littérature. Au niveau de la cyphose, on arrive à atteindre le plan et c'est également stable, plus difficile dans les hypocyphoses. Dans les scolioses pédiatriques complexes, on peut utiliser les tiges sur mesure. Elles sont intéressantes comme guide, elles sont souvent associées à beaucoup d'autres techniques, avec une limite sur les bassins raides. Dans la scoliose de l'adulte, il y a un vrai intérêt pour corriger la cyphose, avec des objectifs atteints et stables dans le temps. Une lordose également bien corrigée, même si on est sous nos objectifs, et un travail sur la version pelvienne à évaluer. Dans le dégénératif, Guillaume nous l'a présenté, finalement on a peu d'objectifs de correction sagittale dans certains cas, mais c'est surtout pour éviter de créer une déformation que cela peut paraître intéressant. Donc l'intérêt des tiges sur mesure est essentiellement dans la réflexion sur le planning et dans le planning pour faire une bonne exécution de ce que vous avez prévu au préalable. Il faut bien sûr aller plus loin en s'adaptant aux comorbidités de nos patients. L'autre point important, c'est le gain de temps péropératoire avec l'absence de French bender ou de nécessité de couper la tige. Je voulais remercier tous les participants. On a eu beaucoup de dossiers, on est déjà beaucoup d'orateurs, on n'a pas pu faire parler tout le monde, mais il y a vraiment eu un grand élan pour participer à cette table ronde avec plusieurs vides. Il y a eu aussi beaucoup d'entraide entre les différents membres, des échanges de dossiers, des échanges de papiers. Vraiment, il y avait une bonne fusion entre tout le monde. Et je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. Nous allons avoir maintenant quelques minutes pour la discussion, une dizaine de minutes avant de passer au cas complexe. Et je propose aux différents orateurs qui sont assis peut-être de rejoindre le pupitre pour répondre s'ils ont des questions. Oui, Ibrahim Obeid from Bordeaux. Merci beaucoup pour le travail. C'est bien évidemment la restauration de profil est importante. Est-ce que vous avez mesuré la correspondance entre la tige avant et après implantation? Donc ça me semble assez important. On planifie, mais après, est-ce que vous avez mesuré l'angulation de la tige? Est-ce que vous avez vu s'il y a une correspondance entre l'angle de la tige et l'angle des vertèbres? Nous avons publié 2 articles sur ce sujet. Il y avait pas mal de différences avec un angle différent entre tige et vertèbre, plus important chez l'adulte que chez l'enfant, mais quand même, il n'y a pas une correspondance parfaite entre l'angulation de la tige et de la colonne. Merci pour cette question. Non, nous n'avons pas mesuré ce paramètre. Ça fait partie des pistes pour le futur.
Et effectivement, on ne l'a pas mesuré, mais il est certain, et on l'a vu, il y a différents types d'alliages utilisés avec des alliages plus ou moins rigides. Il est certain qu'en opératoire, sur certains cas, il y a soit un aplatissement de la tige, soit une tige qui se conforme à la lordose, alors qu'on avait prévu pas forcément d'en mettre autant et qui peut être responsable de PGK. Oui, moi j'ai une question pour, donc c'est surtout pour la sclérose idiopathique, donc c'est peut-être plus pour Brice. Est-ce que vous avez étudié, enfin je sais que c'est compliqué, mais est-ce que vous avez étudié le type de manœuvre qui avait été utilisé pour la correction et aussi le type d'implant, puisqu'on sait tous que quand tu utilises des implants qui font de la translation postéromédiale, que ce soit des liens, des vis, tu sais que tu as tendance à beaucoup tirer sur ta tige et que tu vas avoir un aplatissement. Donc tu disais que dans ton planning, tu prévoyais un surcintrage de ta tige concave pour justement prévenir cet aplatissement. Mais comment on sait de combien elle va s'aplatir? Est-ce que tu dis je veux 20 degrés de plus? Est-ce que c'est 10 degrés? Est-ce que tu te bases sur les bendings préopératoires pour savoir un peu la flexibilité? Est-ce que c'est un point qui a été étudié ou qu'il faudrait étudier peut-être? Non, c'est une très bonne remarque, mais effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il y avait une grande hétérogénéité déjà des plannings, il y avait une grande hétérogénéité des méthodes chirurgicales et donc des implants, et donc dans la base de données, on n'a pas pu étudier ça. Et je partage également ton opinion sur le fait de demander, est-ce que ça a vraiment l'intérêt de demander un surcintrage? Pour l'instant, on n'en est même pas persuadé. On n'avait pas assez de cas avec un surcintrage pour comparer au surcintrage versus non surcintrage, mais c'est quelque chose qu'on souhaite faire dans le futur. Et on va peut-être regarder quand même sur ce qu'on a, si on peut l'identifier. Mais effectivement, on n'est même pas sûr que demander 20 degrés de plus de syphose, si la colonne est très très raide, ça ne bougera pas, elle s'aplatira juste plus. Le truc, c'est que le surcintrage, ça amène quand même de la dérotation. Donc, en fait, le surcintrage, tu te le demandes plus pour corriger le troisième plan, plus que pour ta syphose. Mais effectivement, comme ta tige va s'aplatir, ça va forcément jouer sur le plan sagittal aussi. Une des limites des tiges sur mesure, de toute façon, dans la scoliose, c'est que les deux tiges sont les mêmes, à part le surcintrage, mais effectivement, on ne peut pas anticiper, en tout cas, on ne sait pas, moi je ne sais pas, et les ingénieurs n'ont pas trouvé de solution pour anticiper la rotation axiale résiduelle après correction. Si on le savait, on pourrait ajuster un petit peu ces cintrages, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Thomas Cheviotte, Lyon. J'ai une question pour Vincent Fier, qui doit faire pas mal de long montage sur de l'adulte dégénératif. Je trouve que ce qui est difficile souvent, c'est la gestion de la charnière lombo-sacrée. Et quand on fait le planning chirurgical, de savoir justement la version pelvienne, comment elle va se comporter, est-ce qu'on va pouvoir la modifier ou pas. Et c'est vrai que moi, quand je planifie, je ne sais jamais trop comment régler la version pelvienne. Donc ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu confies totalement à l'ingénieur et tu suis en paire opératoire, ou est-ce que tu as pris une habitude de corriger systématiquement de 4-5 degrés la version pelvienne et pas du tout, et puis de laisser faire derrière? C'est plus question technique, pratique chirurgicale. Moi, je me concentrais surtout sur restaurer la lordose au bon endroit. Et après, j'espérais que la version allait évoluer de bonne manière. Donc c'est vrai que j'utilisais beaucoup d'ALIF, souvent initial, souvent L5 et une forte lordose à cet endroit-là. Bien travailler les releases, parce que c'est ce que dit le UX, c'est extrêmement important de faire la bonne chirurgie. Et une fois que j'ai bien restauré ma lordose au bon endroit, avec mon point d'inflexion au bon endroit, j'espère que le reste va suivre, mais je travaillais surtout là-dessus. Oui, Vincent Cunin à Lyon. Toujours sur cette même problématique d'avoir une correspondance entre la planification et ce qu'on obtient à la fin. Est-ce que vous ne pensez pas, comme l'a dit M. Luec, qu'il faut absolument avoir des vis monoaxiales, au moins en bas de montage, parce qu'on perd peut-être 10 à 15 degrés de correction dans l'orientation initiale de la tige dans le plan sagittal si on a une vis polyaxiale en tout début de montage? Est-ce que vous avez essayé de faire des corrélations entre les montages avec des vis polyaxiales ou des montages avec des vis monoaxiales dans les résultats de correspondance entre la planification et le résultat final? Alors, on n'avait pas l'info. Moi, personnellement, dans toute ma partie base du montage, dans toute la partie lombaire et thoracique, j'utilise des vis uniaxiales pour justement éviter cette perte de correction. Je crois que Brice, sur les idiopathiques, il a la même stratégie. J'utilise les deux, selon les jours. Donc j'espère que cette table ronde pourra répondre à cette question. Parce qu'on pourra quand même savoir comparer les monos et les polyaxiales. Il y a aussi des polyaxiales et polyaxiales, parce qu'il y a la fameuse, le connecteur doré du PAS qui,
entraîner une connexion perpendiculaire à la tige, au moins une tendance à cela. Donc c'est un peu plus complexe que monoaxial, polyaxial. Il y a des polyaxiales qui doivent devenir monoaxiales. Juste pour rebondir encore, effectivement, on avait oui, avant la question de Wafa, on n'avait pas cette info, Vincent, mais effectivement, c'est un très bon point. Si on va jusqu'au bout des futures perspectives, en fait, dans l'assistance robotique, ça pourrait résoudre tous ces problèmes. Parce qu'il pourrait même te dire, par rapport à l'anatomie et la forme de ta tige, si tu as besoin d'une mono ou d'une poly. En fait. Donc en fait, ça, c'est quand même très intéressant aussi. On n'en est pas là, mais dans l'idéal, c'est la solution parfaite. Ça serait vraiment très intéressant, je pense. Oui, et ça permet aussi, avec le robot, d'aligner aussi les vis pour les mettre les tiges les plus facilement possible. Et à ce propos, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire au tout début de ta communication. Est-ce que vous avez déjà essayé de planifier un cintrage dans le plan frontal pour justement diminuer les effets de perte de cintrage, ou en tout cas essayer d'anticiper une perte de correction dans le plan frontal pour mieux corriger justement dans ce plan-là? Moi, personnellement, non. Je pense pas que beaucoup de gens... Je pense que presque tout le monde part de tige droite, je crois. Qui est bien sûr une limite, mais c'est ce que... Wafa? Oui, merci. C'était vraiment très, très intéressant, cette table ronde. J'avais une question un peu philosophique pour avoir votre avis. Qu'est-ce que, finalement, vous préférez dans votre pratique? Est-ce que vous avez un cas, vous donnez aux ingénieurs, ils se débrouillent et ils vous disent, ben voilà, ce qu'il faut faire, avec, bien sûr, la possibilité d'aller-retour et de dire non, non, change un peu ça ou ça? Ou est-ce que vous préférez avoir la main, finalement, à condition que ce soit suffisamment convivial, suffisamment rapide, pour vous faire ce que vous avez envie de faire? Alors, c'est une question de curiosité, hein, mais je la pose. Je crois qu'on va pouvoir tous donner notre avis, mais si on reprend un peu les messages que chacun essaie de faire passer, on réfléchit tous à notre planning avant d'envoyer la demande au chirurgien à l'heure actuelle. Et après, on échange. D'accord. Voilà. Oui. Mais je laisse le micro si mes collègues ont d'autres remarques. Moi, personnellement, au début, quand j'ai commencé, je m'intéressais à presque vertèbre par vertèbre quand j'envoyais la planification. Un peu plus avec l'expérience, tout ça, j'étais plus sur la lordose complète, la syphose complète. Et aujourd'hui, je pense qu'avec un peu d'entraînement avec les mêmes ingénieurs, on arrive à avoir un peu une relation de confiance. Ils savent très bien ce qu'il nous faut. Et donc, en fait, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui de demander leur avis, ils font un retour, et en fonction de ce retour, nous, on peut remettre notre touche personnelle pour, in fine, avoir le modèle qu'il nous faut, quoi. Mais je pense que c'est très personnalisé, il faut que ça soit... Je pense qu'il faut saluer l'excellence de l'équipe qu'on a en face de nous. Ils sont extrêmement réactifs, ils commencent à être très forts, et puis très rapides. C'est vraiment sympa, parce que le soir, on envoie un planning, et le lendemain ou le surlendemain, on l'a, et on a la tige une semaine après, ça va extrêmement vite. Et c'est vrai qu'ils sont passionnés, et je pense qu'il ne faut pas les décevoir aussi, qu'il faut bien abonder dans la discussion. Mais je reconnais qu'on a une équipe incroyable en face. Hein. Super. Juste un mot, moi je pense que ça souligne encore une fois l'importance de fournir ces post-op, parce que du coup la relation elle se crée aussi comme ça. Moi je sais que du coup ils savent après ce qu'on fait à Marseille, ce qu'on a l'habitude de faire, ce que donnent nos résultats, et du coup les plannings sont beaucoup plus précis. Nous on donne l'idée générale, et en fait ils s'habituent à nous comme nous on s'habitue à eux, et plus on donne d'informations nous, notamment sur le post-op, et plus facile la communication est, et le planning est encore plus simple, parce qu'ils savent nos habitudes. Et moi je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'expérience peut être variable. Moi j'aime bien donner, comme j'ai essayé de montrer, des prérequis, c'est-à-dire des conditions sine qua non, je veux que ça soit respecté, mais j'aime bien aussi qu'ils me proposent des choses que je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas demander quelle syphose, je ne sais pas. Quand j'ai un patient, je ne sais pas quelle syphose il faut lui demander. Donc ça m'aide et je trouve ça très intéressant. Mais si on pense également à quelqu'un qui est en tout début d'expérience, je trouve que c'est très intéressant également qu'il puisse faire confiance totalement à l'équipe et dire je veux faire un montage à la Blondel, et ça limite son risque de faire n'importe quoi. Donc je pense qu'en fait, en fonction du niveau aussi de l'expérience, on peut l'utiliser différemment. Est-ce que les autres orateurs, vous avez des remarques à ajouter à nos réponses ? Oui, j'ai vu, il y avait Louis. Et moi, j'irais même plus loin dans ce que tu proposes quand même pour les jeunes utilisateurs. Il faut quand même garder un œil critique sur ce qu'on fait. Moi, au début de mes plannings, j'en ai envoyé 2-3 comme ça, sans donner d'infos, pour voir ce qui était proposé. Et j'avais pas mal de rétroprojections avec des SVA négatifs. Et j'aurais dit, en prérequis, je ne veux jamais ça.
parce que sinon c'est la course au piquet. Une dernière question avec Louis. Oui, alors c'est plus un commentaire qu'une question. Moi, j'ai une petite expérience d'estige précintré, mais j'en ai pas mal échangé avec vous tous. Et je trouve qu'en pédiatrie, ça fonctionne bien parce que la colonne est flexible. J'ai beaucoup plus de difficultés avec l'adulte, où les colonnes sont plus rigides. Et c'était juste un petit message aussi pour dire que la vis polyaxiale, ça fonctionnait très bien. Les mécanismes d'extraction, compression, les dominos, les machins, ça fonctionne aussi. Et en fait, c'est une technique excellente, la technique qui est défendue, mais qui a aussi d'autres manières d'achever une chirurgie. Et il faut aussi peut-être adapter nos cas à certaines situations et pas dire cette technique marche pour tout, cette technique ne marche pas pour tout. Il faudra qu'on affine un petit peu tous ensemble pour dire qu'est-ce qui fonctionne. Après, les résultats que vous avez sont excellents, mais l'un des messages est qu'on peut faire les chirurgies différemment avec des résultats satisfaisants. Merci Louis. Je vous invite à rester. Il va y avoir une dernière remarque, pardon, Monsieur le Président. Merci. C'est pas une remarque, c'est une information. Du fait du Mistral qui est finalement plus important que prévu, on n'a plus le droit ce soir de faire l'apéro dehors pour des raisons de sécurité, notamment de risque incendie. Du coup, on va faire l'apéro dedans, juste dans l'espace qui sera derrière l'amphi. Il y aura apéro quand même, pas d'inquiétude.